Au débat de ce club, consacré aux 50 ans du Rassemblement national, le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen fondait le Front national pour l'unité française, parti issu de plusieurs groupes nationalistes. 50 ans après, le Rassemblement national compte 89 députés avec Marine Le Pen à leur tête. Elle a prononcé hier un discours dans un colloque à l'Assemblée. Samia Dechier. T'as pas changé, ouais. Un peu quand même. Les historiques du Front national sont là, mais pas le fondateur du parti qui fêtait hier ses 50 ans. Jean-Marie Le Pen a assisté à distance au colloque organisé hier à l'Assemblée nationale. Un anniversaire sans fanfare. Difficile de glorifier un passé sulfureux, jonché de dérapages pour un parti en quête de normalisation. Bruno Gollnisch, lui, ne renie rien et regrette l'absence du menhir. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes, ni de ce que nous avons été, ni de ce que nous avons fait. Au contraire, c'est à ceux qui ont conduit le pays dans la fange où il se trouve d'avoir honte, aux partis qui se sont succédés au pouvoir et qui n'en ont rien fait. Marine Le Pen assume la rupture avec son père. Dans un mois, elle passera la main. Ce sera la fin d'un demi-siècle de règne du clan Le Pen à la tête du parti. Bientôt, le mouvement se choisira un nouveau président, qui ne sera pas un Le Pen. Prouvant par là même que le parti, notre parti, puise chaque jour sa vitalité dans l'énergie militante formidable qui l'anime et les belles personnalités qui l'incarnent. Petit problème technique avec le sujet, on l'a vu quand même dans le sujet, célébration évidemment sans Jean-Marie Le Pen et célébration sobre, c'était dans un sous-sol de l'Assemblée nationale. Comment il faut interpréter ce choix de Marine Le Pen, Charles ? Un choix entre deux solutions impossibles. C'est d'ailleurs ça a gambergé fort cet été au Rassemblement national dans l'entourage de Marine Le Pen. Faut-il ou non fêter cet anniversaire ? Parce que évidemment il y a quelque chose, il y a une certaine fierté, notamment militante, d'avoir mis au centre du débat public certains thèmes, notamment la lutte contre l'immigration, l'affirmation d'une certaine identité. Enfin, il y a un continuum d'idées et qui peut être une source de fierté pour Marine Le Pen. Mais le problème, c'est que quand vous fêtez 50 ans d'histoire, vous risquez d'exhumer les vieux démons du parti, ceux contre lesquels Marine Le Pen s'est battue depuis 10 ans maintenant, à la présidence du Front National, devenu Rassemblement National. Notamment, on a en tête toutes les sorties de route de Jean-Marie Le Pen. Finalement, il a été choisi de faire ce qu'il y a d'extérieur, en fait, de quelque chose de très ennuyeux de cette célébration. Enfin, faire un colloque à l'Assemblée nationale, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, dans une salle surtout pas trop grande. Il y avait 30 places. Enfin, voilà. Marine Le Pen elle ne pouvait pas rien faire. Ça serait insulter, en fait, des militants qui se sont engagés pour elle et pour son parti depuis des années. Mais elle ne pouvait pas non plus sortir les cotillons parce que ça aurait été rendre hommage finalement à 39 ans de présidence de Jean-Marie Le Pen et ce contre quoi elle s'est battue pendant 10 ans pour justement cette entreprise dont on va parler de dédiabolisation, de respectabilité de sa formation politique. Et il y avait cette volonté évidemment de montrer que le Rassemblement national, ce n'est pas le Front national d'il y a 50 ans. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Arnaud, dans le Rassemblement national de ce qu'était le Front national ? Le nom de Le Pen, finalement, parce que c'est vrai que le parti a considérablement évolué par rapport à ce qu'était le Front National, pardon, vous voyez, moi-même, mon appui, c'est révélateur, en l'occurrence, ce qu'était le Front National à ses débuts en 1972. Il faut peut-être rappeler ce qu'était le Front National à ses débuts. Le Front National, c'est finalement la conjonction de toute la droite et de l'extrême droite anti-gaulliste des années 60 et des années 70, qui est l'émanation de ce que l'on appelait Ordre Nouveau, qui était réellement un mouvement qu'on peut qualifier là, pour le coup, de néo-fasciste, plus une droite qui n'était pas forcément d'extrême droite historiquement, mais qui était une droite Algérie française. Je rappelle que Georges Bidault fait partie des fondateurs du Front National, même s'il n'est pas resté longtemps. Il est resté une semaine. Georges Bidault, qui était quand même le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la Résistance. Il y avait, si vous voulez, une espèce de myriade de courants politiques que Jean-Marie Le Pen a fédérés. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que lorsque le choix est fait de porter Jean-Marie Le Pen à la tête de ce mouvement, c'est que parce que Jean-Marie Le Pen, ça va paraître tout à fait surprenante, est considéré comme quelqu'un de finalement, c'est
c'est une espèce de caution de respectabilité par rapport à des forces politiques qui sont beaucoup plus extrémistes. Donc la réalité, c'est qu'en effet, aujourd'hui, ce qui reste du rassemblement, du Front National, c'est vraisemblablement l'image du père, un passé, un certain nombre de dérapages qui ont pesé sur l'image de cette formation politique. Et Marine Le Pen a tout fait depuis son accession, in fine, pour essayer de normaliser, de banaliser ce parti. Elle y est en partie arrivée, force est de le constater, les résultats électoraux l'ont démontré. Il lui reste quand même, malgré tout, un certain nombre de marches à franchir, qui sont des marches qui ne relèvent plus tellement, j'allais dire, presque de la question de la respectabilité, mais plutôt de la crédibilité. Ce qui est tout à fait différent, en l'occurrence, c'est-à-dire, est-ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national sont une formation politique crédible pour un jour espérer pouvoir gouverner le pays. Je crois que c'est la question aujourd'hui qui se pose pour cette formation politique, bien plus que la question finalement du passé qui reste en effet présent, mais qui s'est quand même considérablement effiloché. Elle n'a pas encore réussi à passer ce cap, pour vous Charles, ce cap de la crédibilité. Alors elle dit aujourd'hui qu'elle est l'opposition, qu'elle souhaite incarner un parti de gouvernement. Est-ce qu'elle est vraiment perçue comme ça ? Non, même si, en effet, là, en fait, dans son discours, elle dit, voilà, la création du Front National avec son père Jean-Marie Le Pen, c'était un parti de contestation. Là-dessus, elle a totalement raison. Quand elle a pris les rênes du parti en 2011, elle a œuvré, notamment avec cette entreprise de dédiabolisation, pour en faire un parti d'opposition. Ce qui est vrai. Là, elle clame haut et fort qu'elle est devenue un parti de gouvernement. Là, non. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la dernière présidentielle, l'un des principaux handicaps, en plus de la plantation locale dont on va parler, mais c'est cette crédibilité, notamment, finalement, on ne voit pas dans l'entourage de Marine Le Pen qui serait susceptible d'être ministre de l'Intérieur, qui serait susceptible de prendre la direction de la Banque de France, qui serait susceptible de peupler les cabinets ministériels et avoir finalement un personnel qui lui soit affilié idéologiquement, mais qui soit en capacité de faire tourner les différentes institutions de l'État. Il y a eu un gros travail de dédiabolisation en 3 phases, finalement, quand elle arrive en 2011, elle rompt avec la stratégie de provocation, d'invective de son père, ça c'est une stratégie qui est vieille comme la démocratie. Enfin, on l'a déjà vu. Éric Zemmour, c'est ce qu'il a fait pendant la présidentielle. Sur un autre bord de l'échiquier politique, Sandrine Rousseau aussi, c'est-à-dire faire des provocations pour mettre des sujets sur le débat public. Elle a rompu avec ça. Elle a lissé son parti. Elle a fait un gros nettoyage interne. Il faut se rappeler de la période de 2012 à 2017, il y avait le secrétaire général du parti qui s'appelait Jean-Lin Lacapelle, qu'on appelait Loulou la Purge, qui allait dans toutes les fédérations chasser tous les mecs qui étaient un petit peu trop radicaux. Ça se voit dans les résultats électoraux, ça se voit dans les sondages. Son parti s'est plus normalisé. Mais c'est vrai que cette capacité, cette compétence, ça reste le gros chantier pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Marine Le Pen qui l'a dit d'ailleurs hier dans cette idée de dédiabolisation, elle dit « Nous avons réussi à imposer le tempo de la vie politique en imposant toutes les thématiques qui le structurent ». Est-ce qu'elle dit vrai quand elle dit ça, ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est elle qui a changé de logiciel ? Elle parle très peu d'immigration, elle parle beaucoup de pouvoir d'achat. Ou est-ce que finalement les idées du Rassemblement national se sont banalisées aujourd'hui dans l'opinion ? La réalité, c'est que le Front national a réussi à imposer son tempo sur la vie politique française avant Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, d'une certaine manière, avait fait émerger un certain nombre de sujets qui sont devenus des sujets majeurs de la vie politique française, à commencer par l'immigration, qui n'était d'ailleurs pas une thématique, j'allais dire, fondatrice du Front national. La thématique sur l'immigration, c'est une thématique qui arrive au milieu des années 70, qui n'est pas d'ailleurs celle de Jean-Marie Le Pen, qui est celle de François Duprat, qui est un des proches de Jean-Marie Le Pen et qui va mourir dans un attentat avec le fameux slogan « 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs ». Ça vient plus tard. Mais c'est vrai que le Front national a mis un certain nombre de thématiques, la sécurité, le régalien, l'immigration, l'identité, au centre du débat politique depuis près de 40 ans, ou depuis près de 30 ans. Marine Le Pen, en effet, elle a un peu décalé, si vous voulez, ces thématiques. C'est qu'elle a gardé, en effet, ce qui était le fonds de commerce qui a fait la réussite électorale du Front national dans les années 80 et dans les années 90, mais en plus, elle a investi des thématiques qui étaient certes portées par le Front national, mais plutôt en second rideau, notamment la question du pouvoir d'achat. Donc là, en effet, il y a eu une évolution. Sur la question juste du personnel,
Vous savez, moi je pense qu'un parti qui arrive au pouvoir, à un moment donné, quoi qu'il arrive, il trouve les compétences pour, à un moment donné, essayer de gouverner. Ça, je ne pense pas que ce soit le sujet principal pour aujourd'hui, pour le Front National, pour le Rassemblement National, même si quand on discute, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen, il vous dit, ça m'est arrivé de l'interviewer, en 2001, quand il était au second tour, il dit, finalement, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, de toute façon, on est dans l'incapacité de gouverner au regard de nos propres compétences. On va parler de l'implantation, puisque c'est encore l'un des points faibles du Rassemblement national. Quentin, et pourtant, c'est l'une des priorités affichées par les deux candidats à la présidence, Louis Alliot, Jordan Bardella, l'implantation locale du RN. Oui, c'est vrai que les deux en parlent dans leur discours, dans leur campagne interne pour la présidence du parti. Et ça va de pair, on le sait, avec une forme de normalisation dont on parlait dans le reportage de Samia Dechir, de cette formation politique qui se veut de plus en plus comme étant capable de gouverner, cette recherche de respectabilité. Ça passe par un maillage d'élus dans toute la France. Alors, lors des dernières municipales, en 2020, le bilan était plus que mitigé. Cette année-là, le parti avait bien remporté Perpignan, avec ses 120 000 habitants. Cette ville, remportée par Louis Alliot, était la plus grosse victoire depuis celle de Toulon en 1995. Le parti qui parle même de victoire symbolique et qui met beaucoup en avant cette élection à ce moment-là. Mais en 2020, on peut le dire, un peu de villes conquises. Il y a bien 7 des 9 maires RN de l'époque qui sont reconduits. On pense à Fréjus, à Hénin-Beaumont ou encore à Beaucaire. Mais que ce soit à Moissac, à Mazan ou à Bruay-la-Buissière, on cherche à ce moment-là les vraies prises de guerre. Et la victoire à l'échelon local, c'est pourtant un des actes fondateurs du Rassemblement national, du Front national de l'époque. Exactement. Jusqu'aux années 80-90, vous allez me démentir si j'ai tort, mais le parti, il est marginalisé en France. Ouais. Le Front national va réaliser une première percée aux élections, on dit à l'époque cantonales de 1983, avec des quelques départements où il réalise de très bons scores, au-dessus des 10%, mais c'est surtout aux européennes de 84 qu'il fait une percée avec 11% des voix. Et ce sont surtout aux élections municipales de 95 que le parti est remarqué, avec la victoire à Marignane de Daniel Simon-Pierry, à Orange de Jacques Bompard, à Toulon de Jean-Marie Le Chevalier, ou même à Vitrolles 2 ans plus tard par Catherine Maigret en 97. Ces victoires, on peut le dire, elles provoquent à ce moment-là un véritable choc dans l'opinion publique. C'est aussi par ces victoires locales, finalement, que le Front national de l'époque a émergé ? Le Front national a émergé essentiellement par la figure de Jean-Marie Le Pen et les prestations médiatiques de Jean-Marie Le Pen et le fait qu'on lui a donné un coup de main pour qu'il émerge. Il faut rappeler que François Mitterrand, dans les années 80, finalement suscite la médiatisation de Jean-Marie Le Pen parce que tout simplement le Front national avait eu quelques succès locaux quand même dans les années 80, au tout début des années 80. Le premier, si vous voulez, le premier coup de tonnerre médiatique, c'est les municipales partielles de Dreux, où la droite à l'époque, le RPR, fait alliance avec le Front national de Jean-Pierre Stirbois, qui est le leader du Front national dans la zone, et il y a 4 conseillers municipaux du Front national qui vont rentrer dans une liste commune, ce qui va créer un émoi médiatique et politique considérable. Mais en effet, c'est à partir des années 90 que vous avez des premières conquêtes sur le plan local, mais la grande faiblesse aujourd'hui quand même du Front national, c'est son implantation, j'allais dire territoriale, en termes d'exécutifs locaux, même s'il y a eu quelques gains ces dernières années. Et c'est un peu le paradoxe finalement, c'est-à-dire que Marine Le Pen, elle remporte des succès aux élections nationales, présidentielles, aux européennes, mais en même temps, régionales, départementales, municipales, ça a été des échecs pour le Rassemblement national. Totalement. Quand Marine Le Pen prend les rênes du parti, en étant élue présidente du Front national face à Bruno Gollnisch, elle a 2 priorités. La dédiabolisation, on vient d'en parler, c'est en 10 ans un succès, et l'implantation locale. Et là, d'énormes trous dans la raquette. Elle n'a pas réussi à s'implanter dans les territoires et on le voit en fait d'élection, ça se voit sur quelque chose de très simple, d'élection locale en élection locale, c'est rarement les mêmes candidats. Il y a énormément de turnover parce que en fait il y a cette logique aussi de purge interne, ils ont écarté beaucoup de candidats et d'élection locale, il y a eu une énorme progression au niveau des régionales. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen prend les rênes du parti en 2011, vous avez des régionales où elle est allée à 11%. C'est vrai qu'en 2015, elle passe à 28%. Donc, mais dans les départementales et dans les municipales, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et les dernières élections locales l'ont confirmé. Un mot, Arnaud, on va parler des législatives. Ce qui change aujourd'hui la donne et qui donne des possibilités de gain sur le plan territorial, c'est le fait d'avoir un groupe parlementaire avec 89
89 députés. Si vous voulez, là, on a véritablement une étape qui a été franchie en l'occurrence. On en parle, puisque 2022, évidemment, c'est une année charnière pour le Rassemblement national avec ce score législatif. Voilà, c'est vrai que là, on ne peut pas le nier, la progression est forte. Avec 89 députés, le parti multiplie ses effectifs par 10. C'est 3 fois plus que le précédent record pour un groupe de l'extrême droite qui datait de 1986, où il y avait à ce moment-là 35 députés du Front National. Mais à ce moment-là, on le sait, l'Assemblée nationale était élue avec de la proportionnelle. Alors le parti réalise de bons scores dès le premier tour des législatives en 2022, avec un cumul de 4,2 millions de voix. Ça fait 18,7% des suffrages. C'est 1,2 million d'électeurs de plus en 2022 par rapport à 2017. Sur la carte de France que vous voyez, on voit qu'il y a un fort maillage dans le nord et l'est et sur la côte méditerranéenne. Mais de nouveaux bastions apparaissent en Nouvelle-Aquitaine, où on n'avait plus vu de députés d'extrême droite depuis les années 80. Et les scores du Rassemblement national, ils sont particulièrement élevés en zone rurale et périurbaine. Voilà, c'est l'autre indication des scrutins de 2022, particulièrement avec l'élection présidentielle, Oriane. Au premier tour, Marine Le Pen est ainsi arrivée en tête dans un très grand nombre de communes, au total 20 036 très précisément, contre 11 861 pour Emmanuel Macron. Mais dans les grandes villes, c'est tout l'inverse. La candidate du Rassemblement national divise son score par 3 par rapport à sa moyenne nationale. En clair, on voit se dessiner un clivage très fort entre les électeurs des villes et des électeurs de la ruralité. Les votants les plus éloignés des services publics et du cœur des métropoles votent plus pour la candidate d'extrême droite. Emmanuel Macron reste quant à lui marqué par son image de président de la mondialisation heureuse. Il y a un nouveau clivage finalement territorial autour de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle étend ses zones d'influence ? Elle récupère en fait tout ce qu'on appelle la France périphérique, la France des Gilets jaunes. On l'avait vu lors des élections européennes. Dans les élections européennes, elle avait fait des scores importants dans les zones où les Gilets jaunes s'étaient particulièrement mobilisés. C'est elle qui a profité le plus électoralement du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas fondamentalement une surprise parce que tout simplement elle incarne aujourd'hui un pôle qui est un pôle plutôt souverainiste en l'occurrence, et le pôle souverainiste depuis 1992 d'ailleurs, depuis le référendum de Maastricht, est fort dans ces zones-là. Et là-dessus, il y a une espèce de permanence. Et d'ailleurs, le Rassemblement et le Front National ont toujours fait des scores importants dans les zones rurales, dès le début d'ailleurs, en l'occurrence. C'est pas tout à fait nouveau. Ouais, on disait, Charles, que depuis 50 ans, le Front National, Rassemblement National a toujours eu un Le Pen à sa tête. Là, dans un mois, ce ne sera plus le cas, puisque là, c'est Jordan Bardella ou Louis Alliot qui prendra la présidence du parti. Est-ce que ça va changer quelque chose pour le parti ? Non, absolument pas. D'ailleurs, les deux candidats le disent eux-mêmes. La patronne reste Marine Le Pen. On est dans un parti qui est de tradition bonapartiste. Le chef, c'est l'incarnation suprême, c'est celui qui va aller à l'élection présidentielle. Là, avec 80... Alors, elle a pu émettre des doutes avant les législatives. Il y a quand même très peu de doutes depuis qu'il y a 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée que Marine Le Pen ne réfléchit pas et ne se prépare pas déjà en fait à l'élection présidentielle de 2027. À partir du moment où elle reste la candidate à la présidentielle, ça reste la patronne. Et je veux dire, évidemment, elle ne souhaite pas finalement se succéder à elle-même à la présidence du parti parce qu'elle cherche à avoir une position un peu de hauteur par rapport aux questions partisanes, à se placer comme candidate de tous les Français et non pas que d'un seul parti. Mais la ligne idéologique, ça sera elle. La ligne programmatique, ça sera elle. Finalement, le futur président du Rassemblement national, que ce soit Louis Alliot ou plus certainement Jordan Bardella, qui est quand même archi favori, ça va être un rôle qui sera cantonné à un rôle de ressources humaines, de gestion des fédérations, voilà, et qui va de porte-parole. Mais quand bien même, en effet, ça sera la première fois depuis 50 ans que le Rassemblement national ne sera pas, ou le Front national ne sera pas dirigé par un Le Pen. Dans les faits, Marine Le Pen restera la figure tutélaire de ce parti. Ouais. Est-ce que l'avenir du Rassemblement national, c'est le Rassemblement national tout seul ? On voit ce qui se passe en Europe avec une union des droites dans plusieurs pays. Il y a une victoire en Italie, une coalition de droite extrême droite, en Suède, pareil. Marine Le Pen ne défend pas cette idée de l'union des droites, contrairement à Éric Zemmour. Et d'ailleurs, elle s'est fondamentalement différenciée de Zemmour là-dessus. C'est-à-dire qu'elle veut élargir la base. D'ailleurs, elle dit très peu. Elle dit rarement, elle dit pratiquement jamais qu'elle est de droite, Marine Le Pen. Elle essaye d'élargir finalement sa base au-delà, en parlant à tous les Français, et au-delà du clivage droite-gauche. D'une certaine manière, elle a en même temps à elle aussi, Marine Le Pen. C'est ce qui est assez intéressant. Donc, elle n'est pas dans cette logique-là pour l'instant. Est-ce qu'elle a réussi à sortir du fait qu'elle incarnait l'extrême droite pour incarner finalement la candidate des classes populaires ?
En fait, c'est sa grande thèse. D'ailleurs, elle a beaucoup travaillé sur les travaux de Jérôme Sainte-Marie, avec son livre Bloc contre bloc, bloc populaire contre bloc élitaire. C'est vrai qu'elle ne se place pas dans le clivage droite-gauche. Pour elle, c'est fini depuis Maastricht. Il y a un nouveau clivage qui est né, qui est donc en gros d'un côté les mondialistes, dont Emmanuel Macron serait le chantre, et de l'autre côté les nationalistes, même si elle appelle ça les patriotes, parce que nationaliste c'est un terme qui charrie d'autres choses. Et donc en effet, elle ne se dit pas de droite. D'ailleurs, lors d'un entretien, moi je lui ai posé, je lui ai dit pourquoi vous faites pas l'union des droites. Elle a dit mais la droite je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc en effet, le côté union des droites, il y a plusieurs impossibilités. Il y a le fait que Marine Le Pen ne se reconnaisse pas comme de droite, et en plus, si vous voulez, quand on prend des exemples où il y a eu des union des droites effectifs, notamment je pense à l'exemple récent de l'Italie, vous regardez au niveau idéologique, que ça soit Berlusconi, que ce soit Salvini ou que ce soit Meloni, on est sur une droite conservatrice, plus ou moins libérale, ils se retrouvent sur beaucoup de choses. Alors il y en a qui sont atlantistes, d'autres qui sont pro-russes, mais je veux dire, c'est pas du tout le cas de ce qu'on peut appeler la droite en France, avec une Marine Le Pen très étatiste, un Éric Zemmour beaucoup plus libéral ou un LR conservateur. Et merci pour ce débat, d'être venu nous parler de ces 50 ans du Rassemblement national.